Trambouyou, bienvenue dans cet entretien spécialement conçu pour parler justement de la Constitution. On parle de la révision et changement de la Constitution. Vous êtes du Front commun pour le Congo, vous êtes bâtonnier, maître avocat, expérimenté, juriste aussi, on peut le dire, ça tombe aussi à point nommé. Que pensez-vous de la révision ou du changement de la Constitution, comme disent beaucoup de politiciens, c'est un sujet qui dérange aussi, qui est à la une ces derniers temps? Oui, merci cher ami. Je ne me suis pas mêlé de ce débat et je ne comptais pas vraiment m'en mêler. Cependant, vous voulez connaître mon avis là-dessus, il est simple et beaucoup de gens plus compétents que moi ont répondu sur ces questions. Il faut savoir que premièrement, la révision est prévue par la Constitution. La Constitution peut être révisée, donc ce n'est pas, c'est pas spécial, c'est normal, on peut la réviser. Mais le vrai enjeu est d'un double ordre. Premièrement, la Constitution a prévu elle-même les dispositions qu'on ne peut pas réviser. Et c'est peut-être ce qui nous pousse à ce deuxième niveau, où en fait on veut non pas réviser, mais mettre en place une nouvelle constitution. Alors moi, quand je parcours la petite histoire politique récente, je dirais que tous les débats qui sont advenus pour mettre fin à la rébellion qui s'était déclarée à l'Est, et ces débats de Sun City, s'il faut ainsi les résumer, étaient autour de la question fondamentale de l'exercice du pouvoir. Nous venions d'une deuxième république où le président de la République cumulait tous les pouvoirs et toute l'inquiétude, toutes les craintes exprimées par l'opposition, moi j'étais du côté du pouvoir, les mouvements armés, la société civile, c'était de dire il ne faut pas que une seule personne exerce tous les pouvoirs. Il faut dépouiller le président de la République de ses pouvoirs pour renforcer les institutions. Ça, c'était, je dirais, le dada. C'était le maître mot où on a cherché à tout prix à ce que le pouvoir soit exercé par les institutions et pas par des personnes physiques. Alors, lorsque l'enjeu était celui-là, on a donc rédigé une constitution dont, je dirais là, l'épicentre était de fait de dépouiller le président de la République des pouvoirs pour les confier aux institutions. Ça veut dire le gouvernement, dirigé par un Premier ministre, qui devait gérer le pays totalement et répondre devant le Parlement. Le président de la République, on l'a rendu non responsable, c'est-à-dire il ne répond pas devant le Parlement. On dit communément président irresponsable. C'est-à-dire que ce n'est pas lui qui gère le pays, c'est le gouvernement. Et le Parlement exerce ses compétences ordinaires, les cours et tribunaux exercent également leurs compétences. Donc l'enjeu majeur dans les discussions antérieures, c'était qui va exercer le pouvoir. Et on a dit, le président Joseph Kabila a finalement accepté d'être dépouillé de ses pouvoirs pour être confié au gouvernement et retourner les compétences de l'Assemblée, les compétences des cours et tribunaux. Et d'ailleurs, plus tard, on définira dans le texte, quand vous voyez, les arrêts étaient rendus au nom du président de la République. Je crois qu'on a dû au nom de l'État, au nom de la nation. Ce n'est pas au nom d'un seul. Donc la crainte, c'était de retourner sous la Deuxième République. Alors la question que je me pose maintenant, lorsqu'on débat sur cette question de la Constitution, c'est de savoir, puisque nous avions misé dans la Constitution actuelle à ce que les pouvoirs soient retournés aux institutions, pas à l'individu, mais qu'est-ce qu'on veut introduire maintenant? Est-ce qu'on veut de nouveau remettre les pouvoirs au chef de l'État ou les garder entre des institutions? Et c'est pour cette raison qu'on a réparti également qu'il y ait des pouvoirs exercés au niveau national et des pouvoirs exercés au niveau provincial, pour permettre à chacun là où il est de participer à travers les assemblées locales, à travers l'assemblée provinciale, à travers... Donc on a créé un dédoublement des institutions un peu à la manière de la loi fondamentale et à la manière de la Constitution 64. Donc
la volonté du peuple que ce ne soit pas un seul qui exerce le pouvoir. Alors, moi, je pose la question de savoir, du point de vue du pouvoir, qu'est-ce qu'on veut introduire? Et on ne le dit pas assez clairement. Veut-on rester au niveau de pouvoir partagé entre institutions, ce qui est déjà dans la Constitution actuelle, ou veut-on revenir au renforcement du pouvoir d'un seul? Si cette question est clarifiée, à ce moment-là, on peut se dire, est-ce que notre passé a été mauvais d'avoir donné le pouvoir à toutes les institutions, tant au niveau national qu'au niveau provincial? Est-ce que nous devons rentrer à un pouvoir qui est exercé en totalité par le chef de l'État, qui devient le chef de l'exécutif, comme sous la Deuxième République? Eh bien, c'est ça l'option qu'il faut faire entre les deux. Pour ma part, personnellement, je pense que la Constitution actuelle a l'avantage d'avoir effectivement réaffirmé d'abord tous les droits fondamentaux des citoyens, et ensuite, du point de vue de l'exercice du pouvoir, d'avoir donné à chaque institution sa compétence, à rendre le président plus un garant du bon fonctionnement des institutions que plutôt un décideur, et à rendre le pouvoir aux cours et tribunaux, qu'on les aime pas, c'est quand même eux qui fonctionnent et qui rendent la justice, qu'on rende les pouvoirs à l'Assemblée nationale et au Sénat, si c'est nécessaire d'avoir les deux. Eh bien, je pense que cette répartition était plus équilibrée et a permis de mettre fin à des rébellions, ainsi de suite. Alors, une dernière question que je me pose, c'est de savoir, pour le moment, qui réclame dans la population le changement de constitution? Parce que pour le moment, il y a une rébellion qui a pris l'Est. Mais cette rébellion ne réclame pas le changement de constitution. Or, la rébellion, c'est le point le plus, je dirais, c'est le point le pire pour un État, de se voir privé d'une partie de son territoire. Mais c'est le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a initié cette démarche visant à réviser, d'autres parlent même de changer cette constitution. Pensez-vous pas que, comme a dit le chef de l'État, que cette constitution ne reflète pas les réalités congolaises, a été rédigée par l'étranger et puis à l'étranger aussi? Oui, bon, ça, vous parlez de ce que le chef de l'État a dit. Exactement. Moi, je suis en train de parler de ce que le peuple a dit. Autrement dit, est-ce qu'on a senti dans une partie du peuple congolais la volonté de changer les dispositions constitutionnelles? Le chef a dit que vous ne pouvez pas interdire au peuple de congolais de réfléchir sur ces sujets-là. Mais s'il ne s'agit pas de réfléchir, il s'agit de changer. Parce que les termes ont été définis et redéfinis. On a parlé d'abord de révision, mais de plus en plus on parle de changement. Les termes sont connus. Et qu'est-ce que... je lis plusieurs débats qui se font. Les autres écoutent l'entendement de cette volonté de changer. Il dit simplement, on va changer pour redonner le pouvoir au chef de l'État. Lui permettre d'exercer les pouvoirs exécutifs en totalité, plus en partage avec le gouvernement. Alors si c'est ça, on rentre à la Deuxième République. Mais Tambouyo, quand vous dites, puisque le chef de l'État a bien précisé qu'il va mettre en place une commission, et la commission en question pourra soit adopter ou rejeter en toute liberté la révision ou le changement de la Constitution. D'aucuns pensent que vous faites le procès d'intention au chef de l'État qui a en fait donné le débat national à la population sur ce sujet. Qui a réclamé ce débat dans la population? Il faut aller à l'origine. On fait le procès d'intention comment? On s'instaure sur la source. D'où est venue la question de changer la Constitution? Cette question est venue du chef de l'État. Exactement. Ce n'est pas la population qui a été préoccupée par la question. C'est le chef de l'État. Donc lui, c'est ce qu'il veut. Et nous disons, voilà ce que nous avons voulu dans cette Constitution. Maintenant, vous, en la changeant, même pas en la révisant, en la changeant, vous voulez quoi? Est-ce que nous allons éliminer les dispositions sur les droits fondamentaux des citoyens? Non, parce que ce sont des droits universels. Est-ce que nous allons modifier les données sur l'exercice du pouvoir? Probablement oui. Parce que ces dispositions-là sont à caractère tout à fait national. Hein, n'est-ce pas? L'organisation et l'exercice du pouvoir.
Est-ce que nous allons modifier les dispositions sur nos relations avec les autres pays, donc l'international? Je ne crois pas, parce que nous sommes tous au sein des Nations Unies. Donc, d'une certaine manière, quand vous examinez l'ossature de cette Constitution, mais vous demandez où est-ce qu'on va changer. Les droits humains, les libertés fondamentales, les devoirs du citoyen, ça ne peut pas changer. Bon, alors, l'organisation et l'exercice du pouvoir, je crois que c'est le seul enjeu qui est là-dedans. L'enjeu est là. Parce que si vous passez cette partie-là, les autres titres, vous avez le Conseil économique social, vous pouvez garder ou supprimer, ben c'est la même chose, ce n'est pas un enjeu. Les institutions d'appui à la démocratie, vous pouvez les garder ou les changer, ce n'est pas un enjeu. Les traités, accords internationaux et tout ça, c'est à maintenir. La révision, c'est une disposition aussi traditionnelle. Les dispositions transitoires et finales, c'est aussi des dispositions, disons, qui existent dans toutes les constitutions. Maître Mboulo, donc c'est que je comprends bien, vous êtes pour la révision et non le changement. Non, je dis que, je ne vois pas ce qu'on va revoir là-dedans, mais au moins si on veut réviser, eh bien c'est prévu par le texte. Et se dit, voilà, on peut réviser, mais on ne peut pas réviser telle disposition. C'est dit à l'article 122. Voilà. Il y a donc des dispositions qui ont été considérées comme ne devant pas faire l'objet de changement. Alors moi je dis, ok, est-ce que si on voulait réviser, pourquoi on ne réviserait pas s'il y a une pertinence à réviser une disposition? Mais on a abandonné le débat de la révision. Le débat est maintenant au niveau de changement de la Constitution. Parce que justement, en révisant, il y a des choses qu'on ne peut pas réviser, telles que la Constitution le dit. Comme quoi, par exemple? Oh, attends, j'ai perdu la disposition. Je vais la retrouver peut-être. Vous aurez pu m'aider. Il y a des dispositions qui sont nommément considérées comme... Les 220 par exemple? C'est peut-être 220, hein? Attendez. 220. L'article 220. Pour le président... 220 qui dit... Voilà, 220 effectivement. Ouais. Je parlais de 120, c'est 220. 220. La forme républicaine de l'État, le principe du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée des mandats du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Donc il faut changer. C'est ça qu'on fouille. Ouais. On dit, ah, ça ne peut pas faire l'objet de révision. Conséquemment, il faut changer la Mais Constitution. justement, on n'a pas précisé si on peut changer ou réviser, par exemple. Parce que quand on parle de la révision, on peut réviser, et là-bas, c'est verrouillé, mais ce qui est verrouillé, on peut toutefois changer aussi. Non, Par attends. exemple. Deuxième alinéa. Ouais. Est formellement interdite toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits et libertés de la personne ou de réduire les prérogatives des provinces et des entités territoriales décentralisées. Or, on nous parle de plus en plus de la nomination des gouverneurs. Exactement. Ouais. Et attention, 220 dit qu'on ne peut pas réviser ça. Mais la volonté du président actuel, exprimée, c'est de dire pourquoi ne pas rentrer à la nomination des gouverneurs. Il a dit. Et pour vous, c'est quand même une bonne démarche? Non. Non, attention. Puisqu'avec cette vague-là de destitution des présidents, des présidents des assemblées provinciales, des gouverneurs par les députés provinciaux, cela touche également au ralentissement du développement du pays. Mais si vous voulez faire jouer la démocratie dans un pays, c'est toujours des essais, des erreurs, des hauts et des bas. Parce qu'il faut laisser le débat à la base aussi. Donc s'il y a eu des dynamiques dans certaines provinces de changer de gouverneur, mais il faut laisser ces dynamiques-là. Et même avec le temps, ils vont se calmer. La démocratie américaine, la démocratie française et autres, ça n'a pas été automatique. Il y a eu aussi des débats jusqu'à des années, et ils sont partis au pied des siècles. Il faut comprendre qu'au niveau local, il y aura une dynamique locale qu'il ne faut pas stopper. Parce que l'un des problèmes qui a amené les rébellions, c'est quoi? C'est le fait que toutes les décisions se prenaient à Kinshasa. Et donc à l'intérieur, il n'y avait pas une vie locale. Et tout d'un coup, les gens, allez, ils croisent les bras. Ils attendent tout de Kinshasa. Et Kinshasa
Quand vous écrivez au niveau central, avoir une réponse, il faut venir soi-même faire la démarche. D'où la nécessité de remettre un certain nombre de compétences au niveau provincial et local. Ça, c'était bien pensé. Mais non, si au niveau provincial et local, il y a des dynamiques qui s'expriment, des débats, de ceci, ce ne serait pas le seul parlement où il y aurait ces débats-là au niveau provincial. D'ailleurs, vous avez suivi à la télévision plusieurs parlements nationaux du monde, des gens en train de se boxer dedans. Si dans le cadre que cela aussi empêche crée comment dirais ça, crée vous nommez et vous élisez les gouverneurs de la même province, pourquoi pas prendre quelqu'un qui est, par exemple, Mungala, vous le mettez au Kasaï, au Tanganyika, mais ça crée le tribalisme. On a expérimenté cela. On l'a expérimenté. Ça marchait aussi, on a vu des gouverneurs comme les vieux Mukamba, l'honorable Mukamba Jonas qui a fait des belles... il a développé la province de l'Équateur alors qu'il est du Kasaï par exemple. Je ne dis pas que tous les gouverneurs d'ailleurs ont été mauvais, mais ici le peuple a fait une option de susciter la démocratie à la base. Et cette démocratie suscitée à la base demande qu'il y ait des assemblées élues au niveau de la base. Et que ce soit ces assemblées élues au niveau de la base qui élisent aussi leurs gouverneurs. Alors c'est une option. Et cette option, je pense, tient encore. C'est un exercice de la démocratie à la base. Maintenant, si vous avant d'avoir passé des générations pour voir si ça fonctionne ou pas, vous retournez le système de la Deuxième République, où la redevabilité de ce gouverneur n'est pas vis-à-vis de sa population, mais elle est vis-à-vis de celui qui l'a nommé. Nous reculons. Je pense que nous reculons. Il faut jouer ou laisser jouer le jeu démocratique en plénitude, pleinement. Et laisser les expériences se vivre et se faire, qui seront une base aussi de leur propre histoire pour l'avenir. Nous avons un pays aux dimensions, comme on dit, continentales. Je prends par exemple le Rwanda et le Burundi à côté. Ils équivalent à peine à la seule province du Tanganyika. Mais c'est des pays qui se dirigent et qui ont toutes sortes d'institutions. Alors, moi, je ne dis pas que tel système sera nécessairement bon parce que on va nommer au niveau national, ou ce sera nécessairement bon si on va au niveau local élire, parce que tout ça dépend aussi de la qualité des personnes qu'on a, de la volonté de se construire en tant qu'homme. Je crois que cette volonté de réussir l'homme ne peut se faire qu'à travers une série de hauts et de bas, une marche où on tombe, on se relève, on tombe, on se relève, et il ne faut pas, disons, échapper à ça. Il ne faut pas refuser ces luttes sociales à la base. Et donc pour Jean Bouillou, la révision ou le changement de la Constitution n'est pas opportun. En tout cas, moi je confirme que je n'ai pas suivi une seule fraction de la population congolaise ces 5 dernières années réclamer une révision constitutionnelle ou un changement de constitution. Qui la réclame et à quelle fin? La population a un certain nombre de sujets, de postulats qui les préoccupent. Alors, mais je n'ai pas suivi, même pas du côté des rebelles, une velléité à réclamer un changement de constitution. Et je me dis, alors ceux qui réclament le changement, mais qui nous disent c'est quelle matière? Je viens de vous donner ici le contenu de la constitution. Il y a ce qui est général, la forme de la définition de l'État, la souveraineté. Il y a les libertés fondamentales, les droits humains, les devoirs de citoyens. Il y a l'organisation du pouvoir. Et puis, il y a le Conseil économique, les institutions de la démocratie, les traités accords internationaux. On veut changer quoi? Parce qu'il y a des choses qui vont être les mêmes. Donc, on veut changer, si je comprends bien, l'organisation et l'exercice du pouvoir. Mais qu'est-ce qui gêne dans cette partie?
Alors, Maître Jean Bouilleux, s'il vous plaît, une dernière question pour clôturer cet entretien. Si la commission que le président de la République a si bien dit va mettre en place et que cette dernière adopte à l'unanimité le changement de la Constitution et que nous allions dans le référendum et que la population se choisit sur le changement de la Constitution, que serait la réaction ou les réactions du Front commun pour le Congo? Vous êtes l'un d'eux. Bah, écoute, le Front commun pour le Congo réagira en son temps et prendra une position qu'il va dire au peuple. Je ne suis pas d'ailleurs habilité à donner le point de vue du Front commun sur le Congo, surtout qu'il y a eu un communiqué qui a été rendu récemment. Mais ce que je peux dire, c'est à mon niveau, en tant que simple citoyen, mon constat pour avoir aussi vécu tout cela en politique. C'est-à-dire, si jamais le pouvoir veut changer, un pouvoir, il a les moyens de sa politique, il peut changer. Il ne faut pas dire, comme certains naïfs, non, ça ne changera pas, tout ça. Bah, écoute, on peut le dire. Il peut le changer. Mais la réaction qui s'en suivra, est-ce que ce changement aura changé les faits économiques? Le peuple comprendra assez vite que finalement, le changement qu'on a espéré n'apporte rien. Et ça devient dangereux en ce moment-là. Ça devient dangereux parce qu'un peuple qui n'est pas satisfait des promesses que vous avez données, parce qu'il ne voit pas venir le résultat de ces promesses, il devient difficile à qualifier, à contrôler. Nous-mêmes, on était au pouvoir. Ouais. Le prof Bouchab a suscité l'idée de changer la Constitution pour donner un peu plus de compétences au chef de l'État, qui en était dépouillé depuis les réunions de Sun City. Mais la population a réagi dans cette ville. Et nous avons dû reculer. C'était en 2015, je m'en souviens. Nous avons dû reculer. Et Maître Mbouyo, oui. Vous étiez l'architecte des élections de 2018 ayant abouti à une alternance pacifique, parce qu'à l'époque, vous étiez conseiller spécial en matière de sécurité du président Joseph Kabila Kabange. Quel conseil pouviez-vous donner à votre frère Félix-Antoine Tshisekedi, le chef de l'État actuel? Bon, écoute, ma petite expérience, j'ai trouvé qu'en fait, le pouvoir, c'est une attention continue à l'égard du peuple et à l'égard de ses acteurs politiques. Et quand il y a un sujet débat, qui fait beaucoup de débats, je crois qu'il faut être prudent. La Bible d'ailleurs conseille à chacun d'être simple comme une colombe, prudent comme un serpent. Le serpent, c'est celui qui, quand il entend un peu de bruit, il s'éloigne un peu. Quand il arrive à distance, il observe qu'est-ce qu'il y a là-bas. Voilà ce que je peux dire. Hein. Simple comme une colombe, prudent comme un serpent. Merci, ça sera par ce terme que nous clôturons cette émission. Merci Maître Mbouyo d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci.